Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché avec moi. Comme d'habitude, Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors on va regarder tout de suite ce qu'ils ont fait les marchés aujourd'hui. Alors le CAC 40, il a fini en moins 4,24%, donc à 4378,23 points. Le DAX également en baisse. Les S&P 500 légèrement en baisse, on pourrait dire même presque stable. Et le Nasdaq 100 en hausse de 0,82%. L'euro-dollar baisse légèrement, l'or légèrement en hausse et le Brent légèrement en hausse. Et Laurent, on va parler maintenant du CAC 40. Qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40, Laurent? Alors effectivement, ça a été une journée très négative à la Bourse de Paris avec un CAC, tu viens de le souligner, en baisse de 4,24%. Alors des indices européens qui ont prolongé la correction qui avait démarré donc aux États-Unis jeudi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Eh bien, Donald Trump avait donc déclaré qu'il avait des preuves selon lesquelles le Covid-19 proviendrait d'un laboratoire de virologie de Wuhan et il a menacé d'utiliser donc les tarifs douaniers comme mesure de rétorsion contre la Chine qu'il tient donc comme responsable de l'épidémie. Ça, c'était jeudi. Aujourd'hui, on a eu le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui a donc menacé Pékin si le gouvernement chinois n'honore pas ses engagements pris en janvier, notamment pour l'achat de produits américains, eh bien, il y aura des représailles. Et donc, on a sur le front géopolitique et commercial un regain de tension entre les deux puissances, ce qui a réveillé un petit peu l'aversion au risque. Par ailleurs, du point de vue économique, en Europe, on a l'indice PMI final market pour l'industrie donc de la zone euro qui s'est établi à 33,4 au mois d'avril. C'est le plus bas niveau depuis le lancement de l'indice en juin 1997 et ça indique une dégradation considérable sur l'économie donc de l'Union européenne. Donc tu le vois, nous avons des éléments qui sont à la fois économiques, politiques, qui font un petit peu peur aux investisseurs, qui ont donc eu le réflexe la semaine dernière de prendre leurs bénéfices, sauf que on le voit ce matin et dans la journée, les indices européens ont donc continué dans la lancée de cette séquence corrective commencée en fin de semaine. Alors, quand on regarde maintenant le CAC 40, on voit donc cette ouverture en gap baissier. Nous voyons également, après une tentative de sortie de range, une réintégration immédiate au contact de cette moyenne mobile à 50 jours qui est baissière et qui a appuyé sur les cours jusqu'à faire réintégrer donc le CAC à l'intérieur du range précédent. Nous voyons des cours qui sont également sous la moyenne mobile à 13 jours et qui ont cassé ce support ascendant. Donc tu le vois Falco, on est maintenant un petit peu, j'ai envie de dire, de retour à la case départ sur le CAC 40 avec des cours qui sont à proximité de cette zone de support à 4319 points. C'est un mauvais développement, d'autant plus qu'on le voit, le RSI a lui aussi donc cassé une petite zone de support. Donc, ce qui va se passer maintenant sur le CAC 40 pour le reste de la semaine, l'enjeu du CAC, ça va être sa capacité à combler le gap baissier d'aujourd'hui et par conséquent peut-être à retenter une poussée haussière vers la zone de résistance à 4603 points. Mais si au contraire les indices américains devaient continuer de corriger, alors la pression sera trop forte pour le CAC 40 et on ne peut plus exclure de le voir dans un premier temps retourner sur les 4319 points, dans un deuxième temps revenir tester cette zone de gap haussier ouverte le 6 avril dernier, un petit peu au-dessus des 4200 points, et puis le vrai niveau important, celui qui va décider du sort du CAC 40 pour les prochaines semaines, c'est le maintien ou pas au-dessus de cette zone de support à 4143. Tant qu'il est au-dessus,
on va dire qu'on reste dans un contexte neutre de latéralisation de l'indice de la Bourse de Paris. Si en revanche 4143 était enfoncé, alors ça serait ouvrir la porte vers un risque beaucoup plus important, pourquoi pas vers les 3800 points et peut-être sur les plus bas à 3630. Merci Laurent de parler notamment des marchés américains. Comment ça se passe en fait en ce moment? Alors, en ce moment, à Wall Street, le contexte est très différent puisque le S&P est en baisse de moins 0,3%. Donc, tu le disais, hein, quasi stable à la mi-séance. Et puis, il faut souligner que le Nasdaq 100, lui, il est en hausse de 0,6%. Alors, il y avait un très gros niveau de support dont on a parlé à 2792 points sur le S&P. On voit que ce niveau, pour le moment, tient puisqu'il a été testé et qu'il y a eu donc du soutien de la part des opérateurs. Donc, on peut maintenant se poser la question de savoir si la correction qui a duré 2 jours, tu le vois ici, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs que le 20 avril, il y avait eu une correction de 2 jours également, et le 30 mars, une correction de 2 jours. Donc, on est typiquement dans le schéma actuel de la hausse du S&P. Après des poussées haussières importantes, eh bien, il y a des prises de bénéfices qui ne durent jamais plus de 2 jours. Donc, ce qui se joue en fait pour le S&P cette semaine, c'est est-ce que on est une fois de plus, la troisième fois, dans ce contexte de prise de bénéfices. Alors, c'est vrai que les résultats de Amazon la semaine dernière ont un petit peu déçu, mais on voit bien que pour le moment, il y a tout de suite une pression acheteuse qui se manifeste à Wall Street sur les 50% de retracement de la baisse précédente sur les 2792 points. Il faut attendre évidemment de voir si la clôture ce soir se fait telle que nous voyons la bougie du S&P actuellement. Si la pression baissière devait recommencer à s'exercer sur les cours, le niveau extrêmement important, c'est 2721. Tant que 2721, en tant que support, n'est pas enfoncé, on reste malgré tout dans une correction d'une tendance qui reste globalement haussière à court terme. Si en revanche 2721 devait être enfoncé, alors on changerait d'avis, je ne serais plus positif sur le S&P mais neutre et nous aurions peut-être un S&P qui baisserait sur 2641 points et peut-être plus plus tard. Pour le moment, ce qu'il faut surveiller pour les prochains jours, puisque nous avons aujourd'hui une bougie qui souligne donc un retour des acheteurs après ces 2 jours de correction, c'est le gap baissier qui avait donc été ouvert vendredi matin. Si ce gap baissier est comblé, alors il y a un scénario possible de retour du S&P sur le précédent sommet autour de 2940 points. Merci Laurent. Donc le Nasdaq 100, tu en parlais, il était plus fort que le S&P 500 encore. Il est même en Oui, hausse. C'est tout à incroyable cette fait. force, hein. Alors effectivement, hein, Falco, le Nasdaq 100 qui ne revient même pas sur la première zone de support intermédiaire à 8600 points, il trouve tout de suite des acheteurs au contact de cette moyenne mobile à 13 jours, moyenne mobile que vous connaissez très bien puisqu'elle arbitre très bien les creux dans les tendances haussières impulsives et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister en ce moment. Donc un support à 8600 points qui n'a même pas été testé, un Nasdaq 100 qui donc repart en hausse donc de 0,6%. Lui aussi, il a ouvert un gap baissier vendredi matin, beaucoup moins important que celui du S&P, mais un gap reste un gap, donc c'est une zone de résistance. Si le Nasdaq 100 devait euh, clôturer au-dessus de cette zone de résistance, alors évidemment, l'objectif suivant, c'est sur les précédents plus hauts, à 9000 points, un petit peu au-dessus, et peut-être même le test de ce gap baissier hebdomadaire ouvert donc le 24 février. Donc ce qui se joue vraiment, on le voit sur l'indice américain, c'est cette capacité des acheteurs à venir tout de suite soutenir et à relancer une dynamique. Si les 8600 points ne devaient pas tenir, alors l'objectif suivant baissier serait autour des 8340 points. Merci Laurent. Tu nous as parlé la semaine dernière du market breadth. On est où?
Alors effectivement, c'est toujours extrêmement intéressant de surveiller cet indice de participation Hmm. aux États-Unis pour voir si effectivement nous sommes dans un contexte de prise de profit, pullback, respiration de marché, dans une tendance qui reste dynamique et haussière, ou si au contraire nous assistons à quelque chose de plus important et pourquoi pas un début de correction qui pourrait amener les indices beaucoup plus bas. Donc c'est toujours extrêmement important de surveiller la participation puisque vous le savez tous, le Nasdaq 100 et même le S&P sont littéralement tractés à la hausse par les GAFAM, c'est-à-dire ces entreprises de haute technologie dont les capitalisations sont juste gigantesques et qui sont surpondérées dans les indices, puisque ce sont des indices Nasdaq et S&P qui sont construits par capitalisation boursière. Donc quand on va regarder le S&P 1500, c'est-à-dire le S&P 500 des grosses capitalisations, plus le S&P 600 des small cap et le S&P 400 des mid cap, on a à peu près, Falco, 90% de la capitalisation américaine. Et quand on regarde donc la ligne des avancées moins des déclins, c'est-à-dire que c'est une ligne qui est construite en additionnant tous les jours à la clôture de la veille les entreprises, les actions qui ont clôturé en hausse et on va leur ôter les actions qui ont clôturé en baisse. Et quand on a donc une ligne de participation qui est haussière, eh bien on le voit en bas de l'écran, cette ligne de tendance qui est positive, elle confirme la tendance positive que nous constatons sur l'indice lui-même, le S&P. Donc, on a maintenant sur le S&P 1500 une structure qui est haussière, mais tu le vois, on a un test C'est actuellement un support du là, hein. précédent, Hmm. exactement, du Hmm. précédent sommet qui devient support. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si d'ici 48 heures, Hmm. la ligne avancée moins déclin du S&P 1500 repart à la hausse, la polarité aura été testée, confirmée par le marché. On a de nouveau un nombre supérieur d'actions du S&P 1500 qui progressent par rapport à celles qui régressent. Autrement dit, la dynamique haussière reste intacte. Hmm. Si en revanche, nous avons en bas une ligne qui pénètre le précédent sommet, ça veut dire qu'effectivement, on a une dégradation de la participation. Et là, pour le coup, ça veut dire que nous aurons vraisemblablement un S&P qui ira chercher dans un premier temps les 2720 points. Et puis, si effectivement la participation continue de se dégrader, peut-être une rupture de ce niveau avec une accélération haussière qui sera orientée à la baisse. Merci Laurent. On va passer maintenant à une situation intéressante sur Lagardère. Qu'est-ce qui se passe sur Lagardère, Laurent? Alors, c'est une situation intéressante et pas spéciale parce que quand on a effectivement un CAC 40 qui baisse de 4%, Ouais. c'est pas évident de passer acheteur après la clôture du marché. Néanmoins, on a sur Lagardère un graphique qui est très intéressant puisqu'on le voit, une zone de support à 14,44 euros qui a été validée par deux fois par le marché. Alors, je n'ai pas mis les niveaux de retracement de Fibonacci, mais à la louche, on doit être sur un 38%. Et donc, on a potentiellement, avec cette bougie d'avalement haussier, qui vient donc signaler la solidité du support et peut-être un rebond sur Lagardère, eh bien, une reprise de la tendance. Alors, cette confirmation de reprise de tendance haussière, c'est-à-dire celle qui a commencé mi-mars, elle serait effectivement confirmée par un dépassement clôture de cette première toute petite zone de résistance à 16,20 €. Effectivement, nous avons d'ici mercredi une clôture au-dessus de ce niveau. Eh bien, le prochain target sur Lagardère, c'est cette fourchette de prix entre 18,19 et 18,86. Attention, parce que nous avons une moyenne mobile à 200 jours qui passe justement à proximité de cette zone. Donc, je ne m'attends pas à ce que Lagardère puisse aller beaucoup plus haut dans un premier temps si effectivement elle revenait au contact de ce niveau entre 18,19 et 18,86. Si ce scénario intéressant devait être invalidé, c'est-à-dire que cette bougie d'avalement haussier ne serait finalement la bougie
que d'un jour, avec demain une reprise de la correction. Alors le prochain niveau, c'est à 13,25 € et en cas de rupture, on pourrait même retourner sur 11 €. Donc on voit bien sur Lagardère un dispositif qui semble signaler un soutien de la part des acheteurs, mais vous le savez tous, il faut pour cela que le CAC 40 se reprenne. Et si effectivement nous avions en zone euro un Eurostock 50, un DAX et un CAC 40 qui repartaient donc de l'avant, évidemment Lagardère serait très intéressante parce que pour le coup, le stop d'invalidation, il est très proche, il est sous la mèche basse de la bougie de vendredi, c'est-à-dire ici, sous 14 €. Donc, on garde ce scénario sous le coude. Et s'il y avait effectivement un redémarrage haussier, on pourrait repenser à Lagardère. Et puis, si effectivement le CAC continue de creuser, de s'enfoncer, on laissera tomber ce scénario intéressant. Merci Laurent, on va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand et aujourd'hui c'est Vincent qui a proposé un valeur, donc merci Vincent, donc il dit je propose d'étudier l'action Nvidia, merci à vous, merci Vincent d'avoir proposé ça et merci à tout le monde qui a voté pour Vincent, merci. Alors Laurent, Alors, qu'est-ce qui se passe? Nvidia, déjà, voilà, c'est une action du Nasdaq 100. C'est un des titans de la côte américaine, puisque Nvidia est un fabricant de semi-conducteurs pour les cartes graphiques. C'est le principal fournisseur de tous les fabricants de PC, donc un très gros acteur américain de la haute technologie. Nous voyons que depuis le mois de mars, nous sommes dans une tendance qui est haussière, donc tendance de court terme qui est positive, avec donc des petites prises de bénéfices sur un niveau de résistance à 303 $, puisqu'il y a eu effectivement 3 jours de baisse. Aujourd'hui, puisque ce que vous avez à l'écran, ce sont les cours de Nvidia en temps réel, eh bien, nous assistons à la mi-séance en ce lundi après-midi à Wall Street à l'apparition d'une bougie d'avalement haussier qui vient peut-être signaler la fin de la correction si effectivement, d'ici ce soir 22 h, nous avions la même bougie positive sur nos écrans. Le niveau de stop, il est évidemment tout trouvé, puisque c'est un niveau de support sur lequel s'est formée cette bougie d'avalement haussier à 279,60 $. Et si effectivement nous avions un Nasdaq 100 qui devait clôturer en hausse ce soir, il est actuellement à plus 0,64%, et ben Nvidia pourrait retourner dans un premier temps sur le précédent sommet de la semaine dernière à 303 $, et puis peut-être sur le sommet le plus haut historique du mois de février à 316,32 $. Si en revanche la pression baissière qui a débuté la semaine dernière devait continuer de s'exercer sur les cours, alors le prochain niveau de stop, il est à 268,13 $. Et puis si ce niveau devait être enfoncé, c'est 256 $. Et si celui-ci devait lui aussi être enfoncé, c'est retour sur les plus bas du mois d'avril à 242,30 $. Pour le moment, nous constatons que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 13 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 200 jours, que les trois moyennes mobiles sont correctement alignées, que le RSI a trouvé du soutien sur les 50%. Autrement dit, on est bel et bien dans un marché dont le RSI est haussier. Alors c'est vrai qu'il a échoué à faire un petit sommet au-dessus du précédent, mais malgré tout, on est sur un RSI qui reste positif. Donc on va évidemment surveiller Nvidia. Merci Vincent, car l'action est forte et aujourd'hui, en ce début de semaine, eh bien, nous voyons des acheteurs qui, après finalement 4 jours de baisse, s'empressent de revenir sur le marché. Donc on pourrait tout à fait assister à un retour des intérêts acheteurs sur la valeur. Merci Laurent. Maintenant, on va parler d'une situation spéciale. Qu'est-ce qui se passe et surtout, c'est quelle action? Alors, situation spéciale sur Barrick Gold. Donc, c'est effectivement une société qui est une minière, hein, qui exploite les mines d'or. Et donc, la société profite évidemment de la hausse du prix de l'once d'or ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ce que nous voyons donc sur Barrick, eh bien, c'est une très forte impulsion haussière, puisque la société est passée donc de 13,34 $ à 28 $, avec une étoile filante
qui s'est formé et qui montrait la prise de bénéfices potentiels des opérateurs après cette formidable impulsion. C'est effectivement ce qui s'est passé avec une petite correction qui est allée chercher le 38% de la dernière impulsion haussière, le gap haussier qui a été ouvert le 22 avril, la moyenne mobile à 13 jours qui a fait office de support, et on a eu donc vendredi une bougie d'avalement haussier qui signalait le retour immédiat des opérateurs, des acheteurs sur Barrick. Alors, on est donc dans un mouvement qui a l'air d'être fort, puisque pour le moment, il n'y a pas de signaux d'épuisement que nous voyons donc apparaître sur nos écrans. Les prochains objectifs pour Barrick, c'est 30,15 et 32,78 $. Le niveau d'invalidation, le niveau de stop, je le place sous 24,79 $, puisqu'on a eu une bougie d'avalement haussier qui a englobé les 3 séances précédentes. Donc le stop se place en dessous et nous avons donc un produit qui va accompagner, pour ceux qui sont intéressés par ce scénario, la hausse de Barrick. Alors, c'est quel produit, Laurent? Alors, un turbo call infini sur Barrick, c'est le 25F comme François 7B, avec un prix de vente ce soir de 2,49 €, une barrière désactivante à 23,35 et un effet de levier de 5,05. Donc la barrière désactivante, c'est le niveau qui, s'il est touché, eh bien, désactivera le produit et provoquera donc une perte totale de la position que vous aurez ouverte. 23,35. Alors, on va revenir sur le graphique pour montrer que 23,35, c'est donc ici, cette grande ligne rouge. En ce qui me concerne, je place un niveau de stop beaucoup plus haut puisqu'il est à 24,79. En fait, ce scénario n'a de sens que si cette bougie d'avalement haussier relance effectivement la dynamique de hausse. À partir du moment où les cours cassent le support dont on a parlé précédemment, alors évidemment, la dynamique, elle n'a plus lieu d'être. On rentrera peut-être à l'intérieur, enfin, les cours construiront peut-être un range ou partiront peut-être en correction. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre 23,35. Stop, je le répète, sous 24,79 et on vise 30,15 $ et 32,78. Merci Laurent. Donc je vous rappelle évidemment que c'est un produit de bourse et les produits de bourse présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, c'est très important de se former et ça vous pouvez faire sur notre site d'internet qui s'appelle produitsdebourse.bnpparibas.fr et sur ce site vous trouvez des vidéos et des brochures qui sont à votre disposition et notamment la brochure en fait elle se cache derrière ce bouton vert qui est à droite de l'écran. En fait si Laurent passe, voilà, il passe avec son souris dessus. Ça, c'est le fameux, et derrière, vous trouvez tous les brochures pour tous les produits et vous pouvez les regarder en détail. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions après la lecture de la brochure, n'hésitez pas à nous appeler sur un numéro vert qui est là, 0800 230 235, 3 fois 0. J'attends vos appels. Et maintenant, Laurent, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le tableau de scénario. Effectivement, donc on va regarder le tableau des scénarios techniques avec effectivement un put sur le S&P qui a été donc qui sort de notre tableau puisque j'avais mis un stop à 2641 points. Alors, 2930. Excuse-moi, ouais. 2930 points. 2640, c'était effectivement le target. Donc, stop à 2930 points. Merci Falco de m'avoir corrigé. Je te suis. Absolument. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on a été stoppé sur ce scénario baissier sur le S&P et je dois dire que je me suis posé la question de savoir si on pouvait, si on devait, s'il y avait une opportunité pour réouvrir donc un scénario baissier sur les indices US aujourd'hui, puisque c'est vrai que le stop à 2930 a été touché, le S&P n'est pas monté beaucoup plus haut et puis après il a baissé. Ce qui me gêne aujourd'hui pour justement réouvrir un scénario baissier sur les indices US, c'est deux choses. Ce que je vous ai montré. D'abord, un Nasdaq 100 qui pour le moment ne donne pas de signe
de faiblesse, puisqu'il est en hausse de 0,6%. Et puis deuxièmement, quand je vois la participation, je vois qu'on a donc pour le moment à Wall Street un ensemble d'actions qui continuent donc de monter. Alors évidemment, pas toutes, mais quand on regarde finalement la physionomie générale de l'étendue de la hausse, on voit que, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a une courbe qui est ascendante. Donc, je n'ai pas une détérioration de la participation. Et quand on n'a pas de détérioration de la participation, on est a priori, en tout cas c'est ce que dit la théorie, sur un marché haussier qui devrait continuer de monter. En fait, les premiers signes, Falco, de fatigue, c'est quand le marché continue de monter, c'est-à-dire que le S&P fait un nouveau sommet et que la participation, elle, au contraire, échoue à faire un nouveau pic. Et donc, on a une divergence baissière, c'est assez facile à comprendre, entre la participation et l'indice. Et on n'a pas ça aujourd'hui. Donc, c'est vrai, on a été stoppé sur le S&P. Pour le moment, je ne vais pas proposer un nouveau scénario baissier sur l'indice parce que peut-être que nous sommes en présence finalement d'opérateurs qui continuent de payer le soutien à la fois du Congrès et du gouvernement américain et de la Réserve fédérale, et que ce sont ces moteurs-là qui continuent donc d'attirer les flux, donc stopper sur le S&P, mais on garde pour le moment le short sur le DAX. Merci Laurent, on va passer maintenant à l'agenda des publications. Qu'est-ce qui se passe? Alors, demain, c'est Walt Disney qui va donc publier ses résultats du premier trimestre 2020. En France, grosse journée hein, avec Total, Essilor-Luxottica, AXA, BNP Paribas qui publie donc son chiffre d'affaires, Orpea également, Vicat et Europcar. Et puis en Allemagne, Infineon. Alors Infineon, c'est important parce que c'est également donc une grosse entreprise du secteur technologique. Il y a aussi SAP en Allemagne, qui est un très gros éditeur donc, de logiciels. Infineon, on est sur les semi-conducteurs. Et donc, ça va être une journée tout à fait intéressante à suivre avec tous ces résultats qui arrivent. Merci Laurent, l'agenda économique sinon, qu'est-ce qu'il y a des grands chiffres demain sinon, non? Si? Pas Non. grand-chose. L'indice PMI non manufacturier aux USA de l'ISM Hmm. pour avril, attendu donc toujours en territoire négatif à 44. Merci Laurent. Maintenant, on va repasser et vous montrer, vous rappeler le compte Twitter que nous avons sur chez BNP Paribas. On est passé au-dessus de 3000, donc je dis un grand merci à vous tous qui vous nous suivez maintenant et surtout aussi à Laurent et Daniel pour ces contenus que vous faites pour nous en permanence. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi Stéphane qui m'a écrit un email et qui nous a laissé aussi des messages sur Twitter. Mais pourquoi il n'y a plus cette émission à midi et à 15 heures? C'était tellement sympa, les petites valeurs sorties par Laurent et tout ça. Bah, il a raison, Stéphane. Je suis d'accord, hein. Je pourrais faire aussi faire avec vous une émission en 24 sur 24. Ce serait un grand plaisir pour Laurent et moi, mais on a aussi nos limites de temps. Et du coup, on doit se concentrer aujourd'hui et en ce moment sur deux émissions. Mais d'autant plus, ça c'est une bonne raison en fait pour se abonner sur notre compte Twitter et suivre en fait les idées en fait de Laurent et Daniel tout au long de la journée et d'être à chaque fois averti en fait de l'édit de Laurent. D'ailleurs, Laurent, on pourrait aussi regarder en fait si ce tweet évolue un peu et remplace peut-être à un moment aussi l'émission qu'on faisait toujours à midi. Donc c'est à discuter et s'il y a encore plus de abonnés, peut-être on sera encore plus motivé de le faire dans les prochains jours. D'ailleurs, parlons des abonnés, Laurent. On a Oui. aussi notre chaîne YouTube et je vous invite vraiment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle s'appelle BNP Paribas Produits de Bourse. Vous êtes en train de regarder cette émission sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas de vous abonner et choisir la petite cloche à côté de laquelle il y a écrit toutes. Comme ça, vous êtes averti dès qu'il y a une nouvelle émission. Donc, le compte Twitter qui s'appelle BNPP Bourse et la chaîne YouTube qui s'appelle BNP Paribas Produits de Bourse. Abonnez-vous, suivez-nous sur Twitter et on se voit demain matin à 9h30 pour un nouveau 100% marché. Merci beaucoup, Laurent. Merci à Merci tous Falco. et à bientôt. Merci à tous d'être présents tous les soirs avec nous. Ça nous fait vraiment très très plaisir que vous soyez là aussi fidèles. Merci encore, vraiment.